Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire du jour. Mon invité, c'est Mathieu Debonnet, le président de TSE, producteur français d'énergie solaire, qui vient de lever 130 millions d'euros pour notamment gagner le pari de l'agrivoltaïsme. Pour notre débat, on va décortiquer les enjeux de la décarbonation du transport de marchandises. On verra notamment comment booster le fret ferroviaire. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, on va découvrir ensemble Eroe et ses accessoires canins, pour les chiens donc, éco-responsables. Voilà pour les titres, c'est parti. L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, en visioconférence. Bonjour Mathieu Debonnet, bienvenue. Vous êtes donc le président de TSE, entreprise créée en 2016, producteur français et indépendant d'énergie solaire. C'est quoi TSE aujourd'hui? Ça représente combien de centrales solaires? Alors ça représente une cinquantaine de centrales solaires réparties à peu près sur l'ensemble du territoire national, que ce soit des centrales en toiture, des grandes centrales au sol comme celle que j'ai derrière moi en photo, ou des centrales agrivoltaïques que nous avons construites en 2022. Oui, on rentrera évidemment dans le détail de cette dernière centrale agrivoltaïque, mais j'ai lu en préparant l'émission que vous travaillez sur toute la chaîne de valeur. Ça veut dire quoi dans un métier comme le vôtre? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est un acteur qui va de l'identification cartographique des terrains potentiellement installables ou potentiellement utilisables pour aller déployer des projets d'énergie solaire. Ensuite, on fait toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire on va faire les études d'impact, déposer un permis de construire, l'obtenir, financer les projets, les construire et les exploiter. Et puis aujourd'hui, on a une dernière brique qui est la brique de valorisation de l'énergie. Dorénavant, nous pouvons soit effectivement passer par des mécanismes d'appel d'offres qui sont dirigés par l'État, soit par des mécanismes de vente directe de l'électricité à des entreprises, à des industriels par exemple, à travers des contrats qu'on appelle des PPA. Et donc nous sommes un acteur complètement intégré sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc avec cette dimension, on voit le titre, qu'est-ce que l'agrivoltaïsme? On peut peut-être effectivement faire un peu de pédagogie. De quoi on parle? Alors de quoi on parle? On parle d'un moment où nous sommes en face d'un certain nombre de défis, la transition écologique, la transition énergétique, le réchauffement climatique, la gestion de l'eau, avec des objectifs extrêmement ambitieux de la France, mais de l'Europe d'une façon générale en termes de souveraineté énergétique, de développement de projets solaires. Et un projet solaire, ça se développe sur quoi? Ça se développe sur des fonciers, jusqu'à présent essentiellement sur des fonciers dégradés, qui sont de moins en moins nombreux, qui sont pour la plupart d'entre eux assez loin des points de raccordement. Donc difficile d'y faire des projets rentables. Et donc la logique voulait qu'on se tourne vers un potentiel foncier nouveau qui est celui des terrains agricoles. Alors comment avons-nous décidé d'y aller chez TSE? On a décidé d'y aller en développant tout un tas de solutions techniques pour répondre finalement aux enjeux et aux usages des agriculteurs. Alors, vous avez un site pilote en Haute-Saône, je ne sais pas si c'est ce qu'on voit à l'image, mais on peut peut-être le décrire. C'est quelle taille, sur quel type d'exploitation? Qu'est-ce qu'on produit dans ce site pilote, en dehors de l'électricité évidemment? Alors, effectivement, on y produit en premier lieu de l'électricité, mais donc c'est un site qui est dédié aux grandes cultures, donc sur lequel nous avons fait une saison de soja l'année dernière. Alors c'est quoi l'objectif de ce pilote en Haute-Saône? C'est de pouvoir prouver qu'on peut produire de l'électricité verte, tout en apportant des bénéfices, des bienfaits aux cultures. Qui sont protection contre le stress hydrique, réduction du stress thermique, réduction de l'irradiance directe en plein été quand il fait extrêmement chaud, augmentation de la photosynthèse. Donc voilà, l'idée c'est de démontrer qu'on est capable de faire les deux. Je dirais schématiquement, aussi bien promouvoir la souveraineté alimentaire que la souveraineté énergétique. Ça marche comment? Il y a des capteurs pour suivre le soleil, c'est ça?
Alors c'est effectivement, TSE, c'est une entreprise qui est extrêmement portée vers l'innovation. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'énergie, dans l'agriculture et dans l'agritech. Le pilote qu'on a développé en Haute-Saône, il fait 3 hectares. On a 600 capteurs de data sur ce pilote-là, 200 capteurs de data, je dirais, sur la structure en elle-même, et puis 400 capteurs de data sur la performance solaire et sur la performance agronomique. Et ça, c'est mesuré à peu près toutes les secondes, tout au long de la journée. On vient mesurer la photosynthèse, l'hygrométrie, l'humidité dans le sol, etc. Donc on est vraiment dans un mouvement qui est relativement nouveau, hein, et très ambitieux, dans lequel il y a beaucoup d'innovation. Et donc, c'est l'énergie, l'agriculture et l'innovation dans un triptyque qui fonctionne plutôt assez bien. Vous avez annoncé le mois dernier la clôture d'une levée de fonds annoncée au montant de 130 millions d'euros. Je voudrais d'abord parler des partenaires financiers. Il y a des nouveaux partenaires qui vous rejoignent ? Alors oui, on a trois partenaires qui sont extrêmement importants pour nous, hein, qui amènent effectivement des financements. L'énergie solaire, on est dans les infrastructures, donc dans le temps long du développement. Pour développer un projet, c'est au moins 4 ans. Donc il faut porter une société pendant 4 ans. Donc c'est très capitalistique. Et on avait besoin de nouveaux actionnaires qui représentent à la fois le côté innovation, donc ça c'est Eurazeo, également le côté infrastructure, investissement de temps long, BPI, qui est la banque, je dirais, de l'intérêt général et la banque du financement de la transition énergétique, et le Crédit Agricole, qui est la première banque partenaire de l'agriculture en France. Et donc, on remercie bien évidemment ces trois nouveaux actionnaires de nous avoir fait confiance. Et c'est une preuve lorsqu'ils sont entrés au capital, je dirais, de la solidité du modèle de TSE. Et ça repose, cette levée de fonds, beaucoup sur ce modèle d'agrivoltaïsme. C'est-à-dire que pour vous, l'avenir du solaire, il passe par là ? Alors, l'avenir du solaire, c'est une multitude de potentialités. On a entendu lorsque Madame la ministre est arrivée, Madame la ministre Pannier-Runacher est arrivée à son ministère. Il y a les toitures, il y a bien évidemment les ombrières sur les parkings d'entreprises ou de supermarchés. Il y a encore quelques terrains friches dégradés, pollués, sur lesquels il n'est pas inintéressant d'aller faire de la dépollution et du redéploiement de biodiversité. Mais le gros potentiel pour, je dirais, remplir les objectifs de la France en termes de PPE, donc le plan de l'énergie, il faut aller chercher du foncier disponible en très grande quantité. Et ça se fait essentiellement sur le foncier agricole. Donc l'avenir majeur du solaire, c'est effectivement très certainement l'agrivoltaïsme. Ça veut dire que vos panneaux solaires, ils sont évidemment compatibles avec les engins agricoles. En fait, ma question, c'est est-ce qu'on peut mettre du panneau solaire sur à peu près toutes les exploitations ? Alors, le pilote qu'on a développé à Mans, c'est une première mondiale, hein, donc on est également très fiers. C'est une entreprise française, en l'occurrence TSE, qui l'a développé. C'est le premier pilote grande culture au monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un pilote grande culture ? C'est un pilote dans lequel les espaces entre les poteaux sont de 27 mètres sur la longueur par 12 mètres sur la largeur, avec un point bas à 5,50 m, c'est-à-dire que vous pouvez y faire passer n'importe quel engin agricole, tracteur, moissonneuse, batteuse, épandeuse, etc. Et donc l'objectif, c'est bien de développer un modèle qui permette de continuer à cultiver, comme l'était la parcelle auparavant, tout en produisant de l'énergie. Donc de faire cohabiter, heureusement, je dirais bien heureusement, les deux activités ensemble. Alors, je vais vous poser une question volontairement de béotien. Ça marche même quand il ne fait pas beau ? Alors, oui, parce qu'on y a apporté un certain nombre de fonctions qu'on appelle agri-first ou agricole. C'est-à-dire que quand il pleut, les panneaux se mettent verticaux. Quand il fait froid, les panneaux se mettent horizontaux pour gagner quelques degrés supplémentaires, éviter les points de gel. Le matin, on a une inclinaison. Tous les panneaux sont pilotables, je dirais, en direct. Donc le matin, on a une petite inclinaison
spécifiques pour que la plante prenne les premiers rayons de soleil de façon absolument optimale. Donc il y a tout un tas de pilotages qui permettent d'aller chercher à la fois l'optimal agronomique avec l'optimal de la production énergétique. Donc oui, ça marche à peu près dans toutes les conditions. Ouais. Ça veut dire que ce modèle-là que vous testez dans cette centrale pilote, vous avez déjà des projets pour le dupliquer ailleurs ? Oui, donc le premier, effectivement, a été conçu en 2022 en Haute-Saône. Là, nous avons 3 pilotes qui sont en construction en Normandie sur un élevage bovin avec un positionnement bien-être animal. Et puis 2 pilotes supplémentaires de culture. Alors, un très spécifique est en Picardie, dans lequel on va intégrer un système d'irrigation tout à fait optimisé et piloté par intelligence artificielle. Et un autre pilote en Côte d'Or, sur des grandes cultures en bio. Et ensuite, nous aurons 3 pilotes supplémentaires à la fin de l'année 2023. Donc un programme très ambitieux de construction et de démonstration. Je voudrais qu'on termine, vous l'avez évoqué, mais très rapidement parce que c'est un enjeu majeur de notre société et de l'agriculture en particulier sur l'économie d'eau. On parle souvent de guerre de l'eau. Est-ce que vous avez modélisé ce que ça permet d'économiser en eau dans une exploitation ? J'imagine que ça dépend des cultures, du type d'exploitation, mais est-ce que vous avez travaillé là-dessus ? Alors bien évidemment, nous avons travaillé là-dessus. Alors on passe avant toute chose, comme vous venez de le dire, par des modélisations. Donc nous avons modélisé l'irrigation sur un certain nombre de cultures. Alors en quelques mots rapidement, en fait, nous allons pouvoir piloter l'irrigation sur ces fameux rectangles de 27 mètres par 12 mètres, quasiment au goutte à goutte, à la minute près. On va pouvoir irriguer au milieu de la nuit, on va pouvoir irriguer le matin au point de rosée. Et sur nos modélisations, on pense qu'on va pouvoir économiser entre 30 à 50% d'eau pour des rendements agronomiques équivalents. Donc un pas absolument majeur dans l'utilisation de l'eau. Merci beaucoup Mathieu Debonnet et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le fret ferroviaire au programme. Le débat de ce Smart Impact, pardon pour l'ambiance sonore, c'est reparti les travaux à côté. Fanny Picard, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice du fonds Alter Equity. À vos côtés, Younes Lemrabet, bonjour, bienvenue à vous aussi. Bonjour. Le président fondateur d'Everysense. On va parler ensemble de cette levée de fonds de 6 millions d'euros que vous avez réalisée. D'abord, Fanny Picard, je voudrais que vous nous présentiez Alter Equity. C'est quoi ? Avec grand plaisir. Alter Equity, c'est le premier fonds d'investissement français dans le non-coté qui a cherché à soutenir des entreprises permettant la transition vers un monde beaucoup plus inclusif d'un point de vue social et durable d'un point de vue écologique. Concrètement, nous investissons au capital de start-up ayant déjà atteint un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 million d'euros, dont l'activité est utile aux personnes ou à la nature, à qui nous demandons en outre de progresser dans leur pratique de gestion vers plus de responsabilité sociale et environnementale, et aussi de nous permettre de générer un rendement financier afin de rémunérer le risque pris par nos souscripteurs, et aussi de démontrer à notre mesure qu'il est tout à fait possible d'être à la fois rentable et responsable, et qu'il faut arrêter d'opposer les deux. Oui, et vous nous donnerez quelques exemples en dehors d'Everysense. Vous l'avez créé en 2015, c'est ça ? Oui, la société a été créée en 2015. En créant un logiciel de gestion des flux de fret ferroviaire. Expliquez-moi comment ça marche. Alors, d'abord, notre mission est de décarboner le transport. Comment on va décarboner le transport ? Nous, on va inciter les industriels à mettre plus de marchandises dans le fret ferroviaire, et donc tout simplement de sortir des camions de la route. C'est comme ça qu'on peut décarboner. Pour faire ça, nous, on est un acteur du digital. On offre une solution au mode SaaS qui permet de digitaliser tous les processus ferroviaires, de l'achat de la capacité, la planification, le suivi jusqu'à la partie facturation. D'accord. Ça veut dire que vous mettez en contact ou vous faites interagir un peu tous les acteurs du fret ferroviaire, du transport ferroviaire ? C'est ça. La solution du fret ferroviaire, en tout cas en France et en Europe, c'est il faut que tous les acteurs de l'écosystème participent, collaborent sur notre plateforme pour le coup. Et cette collaboration permet à chacun d'avoir une meilleure anticipation, et quand il y a un problème, il peut réagir beaucoup plus vite en interagissant avec les autres. Fanny Picard, qu'est-ce qui vous plaît dans le
modèle d'Evrysense. Pourquoi Alter Equity s'y engage ? D'abord, l'impact considérable de l'activité d'Evrysense qui accélère le report modal du transport de marchandises vers le rail en provenance de la route. Il faut savoir que le transport ferroviaire diminue par 9 les émissions de gaz à effet de serre, par 8 les autres pollutions et par 85 les accidents mortels. Donc l'impact de cette transition, de ce report modal du transport de marchandises vers le fret est absolument considérable. D'ailleurs, dans le plan que le gouvernement vient d'annoncer de transition énergétique, le transport qui est le premier responsable des émissions de CO2 en France, avec plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre de notre pays, est un pôle important de ce plan, et y compris dans le cadre de cet objectif de report modal. Donc, petit 1, un impact considérable. Petit 2, une équipe exceptionnelle dans son professionnalisme, dans sa rigueur, dans son humanisme, dans ses valeurs, dans son ambition. Petit 3, et grâce au petit 2, une entreprise qui, dans l'analyse que nous avons faite, est la meilleure en Europe dans son secteur, et notamment, et Younes nous l'expliquera, en ce qu'elle permet l'information des parties prenantes du transport en temps réel, et puis y compris aussi en ce qu'elle permet l'évaluation du bilan carbone du transport. Et ça fait déjà des bonnes raisons. Et ça fait déjà des bonnes raisons. Et donc, voilà, ce sont ces critères-là qui sont intervenus. Alors justement, pardon de vous interrompre, je veux bien que vous rentriez un peu dans le détail, Younes El Amrabet, des services que vous proposez. Vous disiez en temps réel. Pourquoi c'est important, ça ? Alors, donc les services qu'on propose, prenons un premier exemple et j'arriverai sur le temps réel. Aujourd'hui, les trains sont chargés en France à 65%. Donc voilà, la première chose qu'il faut faire, c'est de les charger le plus possible, quoi. Voilà, atteignons les 100%. Voilà, il faut démarrer toujours par les basiques, même dans des sujets qui sont très complexes comme le fret ferroviaire. Il faut bien charger les wagons. Pour bien charger les wagons, il faut mieux planifier, c'est-à-dire passer d'un planning, par exemple, d'une semaine à 2 à 1 mois. Et donc, nous, on va prendre toutes les contraintes, la capacité de production des usines, où sont les wagons, etc., pour avoir une meilleure planification, meilleur chargement du train. Quand on fait ça, déjà, il y a une équation économique, c'est-à-dire le prix par tonne kilomètre transporté du ferroviaire, il baisse. Quand on fait ça, on rend le ferroviaire compétitif par rapport à la route. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, une fois le train est parti, il est où ? Ça semble vraiment basique aujourd'hui quand on a de la livraison de dernier kilomètre, mais je veux suivre où il est parce que je veux quand même prévenir l'usine, parce qu'il y a quand même des déchargements de train, et s'ils savent à quel moment il va y arriver, je peux intervenir. La notion d'information en temps réel sert à identifier quand il y a un problème, par exemple un wagon qu'on a laissé quelque part, et de collaborer pour faire en sorte qu'il continue à bouger. C'est ça, tout simplement. Plus on a d'informations en temps réel, plus on est capable d'avoir des actions qui ont un impact et un ROI. Cette levée de fonds, elle représente quoi ? Elle s'inscrit dans quelle stratégie pour vous ? On est une boîte résolument française avec une ambition européenne. Clairement, ça c'est la première chose, c'est installer une marque européenne et une boîte européenne au niveau de l'Europe. Ça c'est la première des choses. Ça passe par avoir un bureau en Allemagne, parce qu'il y a beaucoup de ferroviaires aussi dans la région de DAC. Donc ça, c'est la partie investir dans la partie business et marketing. Et la deuxième chose, on est sur un système critique. C'est-à-dire aujourd'hui, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, on donne des ordres à des automates pour remplir des trains, etc. Et donc, il faut continuer à investir sur la roadmap R&D du produit pour accompagner nos clients un peu partout en Europe. Donc continuer d'innover en fait, si je comprends bien. C'est le nerf de la guerre pour toute start-up aujourd'hui. C'est le produit extrêmement important, surtout dans des systèmes critiques comme celui qu'on est en train de développer. Fanny Picard, vous avez développé avec Carbone 4 une méthodologie d'évaluation de l'impact environnemental des entreprises. J'imagine que vous l'avez appliquée à Evrysense avant d'y investir. On ne l'a pas appliquée à Evrysense avant d'y investir, parce qu'à l'époque, elle n'était pas tout à fait finalisée, mais on va l'appliquer à Evrysense, absolument. Alors, comment ça marche ? C'est quoi cette méthodologie ? C'est la première méthodologie qui permet une évaluation transversale de l'impact environnemental des PME. Ça n'existait pas, en tout cas de façon sérieuse. Et quand je dis impact transversal,
d'un point de vue environnemental, c'est que ça comprend non seulement l'impact en termes de carbone, d'émissions de CO2, mais aussi d'émissions évitées pour calculer un carbone impact ratio, c'est-à-dire la question de savoir est-ce que l'entreprise émet plus ou moins que ce qu'elle permet d'éviter en termes d'émissions. Et puis, au-delà de l'enjeu climat carbone, ça couvre aussi l'enjeu biodiversité et l'enjeu des autres ressources, l'eau, les métaux rares, que les entreprises peuvent utiliser ou au contraire peuvent permettre de recycler ou de protéger. Ça veut dire que vous allez conditionner vos futurs investissements au résultat de cette méthodologie, d'une certaine façon? Ça veut dire qu'on va utiliser cette méthodologie à la fois pour affiner notre analyse avant les investissements et la condition à notre investissement qui est que l'entreprise produise un impact positif sur la société. Et puis ensuite, ça va nous permettre de mesurer cet impact pour en rendre compte à nos souscripteurs. Je voudrais qu'on revienne, on aurait pu commencer par là, Inès Lemrabet, mais sur le constat, c'est-à-dire que il faut inverser la tendance, c'est-à-dire depuis les années 60, je voudrais que vous nous disiez à quel point la route a pris le pas sur le ferroviaire en matière de transport de marchandises. Donc dans les années 60, la part du ferroviaire était de 60% à peu près du fret en France. On était à 9% en 2021. On a pris 1 point depuis quand même une dizaine d'années. L'année dernière, on est à 10% aujourd'hui en France. Dans le Green Deal de l'Europe, l'objectif c'est 30% pour l'Europe. L'objectif pour la France c'est d'atteindre à peu près 18%. Donc la marge elle est assez importante et beaucoup d'acteurs travaillent pour y arriver. C'est faisable. Il y a les structures existantes ou il faut créer une nouvelle structure, de nouvelles infrastructures? Faisable, je suis entrepreneur, je dirais oui. Maintenant, objectivement, on voit que d'un point de vue, en fait, il y a quand même beaucoup d'investissements de l'Europe et des pays pour pouvoir faire que l'infrastructure est un élément important. Ça, c'est un. 2, il y a quand même la partie impact et environnemental qui devient très importante pour les chargeurs. Et enfin, il y a des acteurs comme nous qui arrivent pour aussi digitaliser une industrie qui était quand même au Moyen-Âge, parce qu'on continue à faire du fichier Excel, etc., d'un point de vue digital. Vos clients, ils cherchent à mesurer, on parlait de méthodologie de mesure, ils cherchent de plus en plus à mesurer l'impact carbone de leurs produits, de leurs marchandises? Alors clairement, première chose, c'est avec Alter, nous en tant que start-up, on a déjà des indicateurs extra-financiers. Et je pense que c'est important pour que la partie impact arrive dans les entreprises, d'avoir aussi des financements qui sont liés à ça. Et ça, c'est pour ça aussi, on adhère à ça. C'est important. 2, clairement, les entreprises vont aller chercher de faire des économies CO2 partout. Et la partie logistique est une partie importante. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les entreprises vont commencer à mettre ça entre eux. Donc en fait aujourd'hui, comment le marché évolue, c'est entre les entreprises, ils commencent en fait à se mettre ces indicateurs d'impact entre eux, et c'est comme ça que c'est en train de prendre dans l'industrie. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter cette levée de fonds pour Eversense avec Alter Equity. Et désolé pour l'ambiance sonore, je porte la voix quand ça s'arrête, il y a des travaux dans l'immeuble d'à côté. Pardon à vous aussi, téléspectateurs. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Florian Consbeltrand, bonjour, bienvenue. Vous êtes le fondateur d'Héroé, ce sont des laisses, des colliers, des harnais pour chiens éco-responsables. Alors déjà, le point de départ, d'où est venue l'idée ? L'idée de départ, elle vient de l'adoption de ma chienne qui s'appelle Peach, qui a été sauvée à La Réunion grâce à une association. Et je me suis très vite rendu compte que, en fait, j'arrivais pas à trouver de produit qui soit conçu de façon responsable et fait en France. Et du coup, je me suis intéressé à ce sujet, à ce marché, et je me suis mis du coup pour mission de les créer. Et donc c'est là qu'est né Héroé. Il y a quelques mois. Ça veut dire que si on fait un point du marché avant que vous n'arriviez, et puis encore évidemment ultra majoritairement aujourd'hui, c'est quoi? C'est beaucoup de plastique, c'est fabriqué à des milliers de kilomètres, c'est quoi le constat? Ouais, c'est beaucoup de plastique, c'est beaucoup de matières synthétiques. C'est clairement du nylon, donc le nylon c'est du polymère, donc c'est des sangles qui sont faits en plastique. C'est à peu près 5 millions de tonnes par an.
Donc c'est du coup énormément de déchets derrière et de pollution. Et donc l'idée de base d'Héroé, c'était de repenser cette conception. Donc nous, on n'a pas voulu créer de la matière vierge de départ, et on a voulu réutiliser un déchet qui existait déjà, qui est la bouteille plastique. Alors voilà, donc là, il y a la question du sourcing. Ça, c'est une filière qui est assez mature, la filière du recyclage plastique. Comment vous avez trouvé finalement vos partenaires? Ça commence. C'est encore pas non plus très très développé, mais ça existe. Donc quand on veut trouver, on peut trouver. Ça veut dire que vous avez pu trouver des partenaires français, par exemple, ou européens, parce que j'imagine que ça fait partie de la démarche. Exactement, français, européens. C'était clairement un critère, puisque tous les produits, en tout cas, sont confectionnés en France, près de Paris. Et vous créez quel type de produit? Alors j'ai dit laisse, collier, harnais pour chien. Qu'est-ce qu'on trouve dans la gamme Héroé? C'est exactement ça. C'est déjà une première collection de 3 produits, donc des colliers, des harnais et des laisses. Donc c'est la première collection, et ça, bien sûr, ça a pour but de venir à s'agrandir par la suite. Avec d'autres produits qui seront revisités dans le vestiaire du chien. Comment ça se passe pour créer de nouveaux produits? J'ai vu que vous faisiez appel au financement participatif, c'est ça? On a lancé exactement la marque avec le financement participatif. Donc on a fait une campagne de pré-vente qui s'est terminée il y a quelques temps. Et donc là, on a atteint quasiment 300% de financement. Donc c'est déjà un premier bel objectif et un très joli accueil. Donc là, l'idée, c'est de mettre tout ça en production dans l'atelier pour ensuite expédier le tout début du mois de juin. Votre volonté, votre ambition, c'est quoi? C'est quand on fait du financement participatif comme ça, c'est de créer une communauté aussi? Ouais, clairement, l'idée, c'était de faire connaître le produit, créer une première communauté, de sensibiliser les gens sur ce besoin et sur cette démarche, parce que sur le secteur, en tout cas, du marché pour chiens, c'est encore le tout début, et on commence à avoir quelques marques éco-responsables à ce sujet. Ouais. Dans votre démarche, il y a aussi une aide au refuge pour animaux, c'est ça? Exactement. Elle prend quelle forme, cette aide? L'idée, c'était que, vu l'histoire de ma chienne, pour moi, c'était pas concevable de ne pas intégrer cette dimension. Pour moi, l'adoption responsable, elle était hyper importante. Et donc, chaque produit offre un repas à notre refuge partenaire. Et donc, l'idée, c'est vraiment de promouvoir cette adoption responsable le plus possible et de venir en aide à ces associations qui font un travail énorme et souvent avec des moyens très limités. Ouais. Là aussi, on peut partir du constat. Les animaux abandonnés, c'est toujours aussi massif? C'est toujours aussi massif et c'est de plus en plus important. Pourquoi? On a, pour faire simple, on a quasiment un foyer sur 2 qui est un animal en France. Oui. Ça représente 7 millions de chiens en France. Et l'année dernière, c'était 45 000 animaux abandonnés. C'était déjà en augmentation par rapport à l'année d'avant. Et cette année, on a des augmentations. On a déjà plus 15% sur le mois de mars. C'est lié à l'inflation. Il y a des gens qui se disent j'ai plus les moyens de nourrir mon Malheureusement, c'est lié à l'inflation parce que tout augmente, notamment les produits pour animaux. Et donc, on a déjà plus 15%. Donc, c'est vraiment dans ce contexte de promouvoir vraiment cette adoption responsable et l'importance de ce geste. Merci beaucoup. Et donc, on peut le faire en achetant les produits. Héroé, merci d'être venu nous en parler dans ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Toutes nos excuses encore une fois pour le volume sonore qui nous accompagnait à cause des travaux dans l'immeuble d'à côté. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louise Perrin à la programmation et à la production de l'émission, assistée de Marie Billa, Théo Bosca le réalisateur et Thibaut Goury-Lafont pour le son. Il y avait beaucoup de boulot aujourd'hui. Thibaut, bravo et merci à lui. Belle fin de journée.